calme précaire entre Israéliens et Palestiniens autour de Gaza. Un cessez-le-feu a été conclu hier. Nous en parlons dans ce journal. Également dans cette édition, nous revenons sur l'appel du chef de l'État au volontariat dans la lutte contre le terrorisme. Les choses se précisent de plus en plus. Dans ce journal, le compte rendu de Benjamin Kwame sur ce sujet largement abordé hier lors d'une conférence de presse tenue par le gouvernement. L'opposition ivoirienne en ordre de bataille, en moins d'un an des présidentielles, elle récuse la composition de la commission électorale et met en garde contre une éventuelle candidature de Alassane Ouattara. Des détails dans ce journal. Bonjour et merci de suivre LCA, la chaîne africaine. Le président Al-Sisi est en visite aux Émirats arabes unis, un pays avec lequel l'Égypte entretient d'excellentes relations. Pour preuve, il vient de signer un programme d'investissement de 20 milliards de dollars. Ce financement est destiné à mettre en œuvre des projets économiques et sociaux. C'est une initiative qui devrait profiter au pays des pharaons, surtout qu'elle traverse une grave crise économique depuis quelques années. Un tiers de la population égyptienne vit en dessous du seuil de la pauvreté. Toujours concernant l'Égypte, ce pays vient de contribuer à la conclusion d'un cessez-le-feu dans le conflit qui oppose Israël et Palestine à Gaza. Les confrontations ont donc cessé entre les forces israéliennes et le djihad islamique depuis hier. Ce cessez-le-feu intervient au moment où les Palestiniens célèbrent le jour anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine. Pour nous en parler, je reçois ma consoeur Judith Chimadi. Bonjour Judith. Clara Sou, bonjour. Quand on parle d'État palestinien, je suis parfois perdue. Judith, est-ce que la Palestine est véritablement en État? Clara, ce qu'il faut dire, c'est qu'historiquement, il n'a pas existé d'État palestinien durable. Son statut d'État est seulement décidé par l'ONU en 1948, en même temps que la création de l'État d'Israël. Mais c'est un statut qui est éphémère, puisque dès le lendemain de cette déclaration de l'ONU, une guerre israélo-arabe débouche sur la perte pour l'État palestinien de l'ensemble de son territoire. Or, l'un des critères fondamentaux d'un État est bien son territoire. Un État sans territoire, ce de façon durable, n'est plus un État. En ce sens, la Palestine a perdu son statut d'État. Depuis cette première guerre israélo-arabe, la question d'un État palestinien est sensible et difficile, puisque l'État de Palestine est demeuré un État seulement revendiqué par la population palestinienne, qui est soutenu par une grande part de la communauté arabe. Il y a eu des essais pour lui donner une réalité, mais sans effet conséquent. À ce titre, le 15 novembre 1988, la Palestine est proclamée État palestinien par le Conseil national palestinien, le CNP d'Alger. Cependant, cette proclamation n'est pas reconnue sur le plan international, donc ne mène pas à la matérialisation d'un État. À ce jour, 139 pays reconnaissent l'État de Palestine sur les 197 États reconnus par l'ONU. Depuis janvier 2013, l'autorité nationale palestinienne représente l'État de Palestine, dirigé aujourd'hui par Mahmoud Abbas, au pouvoir depuis 2005. Voilà qui est clair, Judith. Mais au fait, qu'est-ce qui explique tous ces conflits récurrents entre Israéliens et Palestiniens? Clara Sou, difficile d'y voir clair. Le conflit remonte dans sa forme moderne aux années 1940, quand les Nations Unies ont proposé la création de deux États, l'un juif et l'autre arabe. Certains désaccords ont provoqué une éruption de violence entre ces deux peuples, donnant ainsi naissance à une cascade de conflits, dont la guerre des 6 jours. La solution de référence de la communauté internationale est la création d'un État palestinien qui coexisterait en paix et sécurité avec Israël. Une solution qui se heurte malheureusement à des querelles qui paraissent de plus en plus insolubles. Il s'agit entre autres de la sécurité d'Israël, le tracé de frontières, le statut de Jérusalem, le droit au retour des réfugiés palestiniens ayant fui ou chassé de leurs terres.
Ainsi donc, une large part de la communauté internationale s'inquiète du fait que la solution à 2 États ne soit plus qu'un souvenir. À quand l'épilogue de cette guerre entre la Palestine et Israël? Clara, that is the question. Thank you, Judith. À l'heure du patriotisme, le gouvernement invite les Burkinabés à l'engagement et à la solidarité pour vaincre le terrorisme. Il a tenu hier son traditionnel point de presse, lors duquel il a insisté sur l'appel du chef de l'État en direction des volontaires pour venir à bout du terrorisme. Benjamin Kwame, Bassirou Sawadogo. Chacun de nous a un frère, une sœur au front. Nous avons l'impérieux devoir de soutenir les FDS. Ainsi lançait hier le ministre de la Sécurité burkinabé, Ousseini Compaoré, au cours de la conférence de presse du gouvernement. Face à la presse nationale et internationale, l'épineuse question du terrorisme était encore au bout des lèvres des conférenciers. Le terrorisme est une guerre asymétrique. C'est ce qui fait d'ailleurs que la réorganisation au niveau de l'armée prend du temps, selon le ministre de la Sécurité. N'empêche, il y a des victoires enregistrées et pour continuer dans cet élan, le gouvernement a besoin de la confiance et de l'engagement de tous les Burkinabés. Nous avons besoin de l'engagement de tout le monde, de la confiance. J'ai besoin que vous croyez avec nous que nous allons vaincre. Je le réaffirme avec vigueur. J'ai besoin, le gouvernement a besoin que ensemble on croit en la victoire et qu'on fasse tout pour avoir la victoire. Avec force et détermination, le ministre de la Sécurité annonce que les FDS iront traquer tous les terroristes où qu'ils se trouvent. C'est pourquoi il se réjouit déjà de l'engouement de la population pour le recrutement des volontaires. Ce n'est donc pas un aveu d'impuissance, mais une question de résilience pour pouvoir avancer. Mais pour ce recrutement, le ministre annonce qu'il va obéir à des critères bien définis et si les militaires radiés remplissent ces conditions, ils seront recrutés. Dans l'adresse du chef de l'État, il a parlé de recrutement. Il n'a parlé à aucun moment de militaires qui sont aptes ou qui ne sont pas aptes. Il a parlé de recrutement. Et j'ai dit qu'il y aura des critères. Mais si ces gens rentrent dans les critères, c'est des Burkinabés, non? S'ils ne rentrent pas dans les critères, on ne les prend pas. Donc, une fois de plus, restons dans les termes de ce qui a été dit. Sur les réseaux sociaux, les individus qui publient et partagent des informations erronées vont subir la rigueur de la loi. Un travail est en cours, rassure à son tour le ministre de la Communication. On l'a travaillé en Conseil des ministres et tous les ministres sont d'accord que c'est une loi qui ne doit pas porter atteinte au travail des journalistes. Il y a un travail qui est fait avec la CIL, il y a un travail qui est fait avec la société Facebook, il y a un travail qui est fait avec les acteurs pour que de plus en plus les pages, les profils qui sont systématiquement... Parce que c'est une guerre qui est en cours. Pour moi, se tromper une fois sur une information, ce n'est pas grave. Mais donner l'impression, et je peux me tromper, qu'on fait partie d'un système organisé de déstabilisation, là, ça pose problème. À ce niveau-là, il faut que les acteurs agissent. La loi dit de ne pas partager. Je pense que nous avons une responsabilité aussi en tant que citoyens. Le combat contre les terroristes concerne aussi bien les forces de défense et de sécurité que l'ensemble des acteurs de la société burkinabé. Les conférenciers du jour demandent donc d'accompagner le gouvernement dans ce sens. Au cours de cette conférence, le gouvernement a donné quelques consignes de sécurité. Il demande à chaque individu de toujours sortir muni de pièces d'identité, d'être toujours très attentif et de rapporter tout fait suspect au FDS. La question de l'indépendance de la justice au cœur des échanges hier à Kosiam. C'était au cours d'une audience accordée par le président du Faso au Conseil supérieur de la magistrature, toujours avec Benjamin Kwame et Constantin Sieda. La rencontre statutaire entre le président du Faso et le Conseil supérieur de la magistrature, c'est désormais une tradition. Quatrième du genre, cette rencontre de ce jeudi a permis aux magistrats de revenir sur la notion de l'indépendance du juge. L'indépendance du juge n'est donc pas un privilège ni une prérogative, mais plutôt une responsabilité imposée à chaque juge pour lui permettre de statuer sur les différends honnêtement, impartialement et en se fondant sur le droit et les faits. Et en la matière, il y a une nette amélioration au Burkina Faso. Nous avons fait le tour de ce qui a été fait. Et nous avons aussi interrogé
le travail qui a été abattu au cours de l'année passée. Il s'agit des statistiques. Nous avons relevé que du point de vue de l'efficacité, du point de vue même de la saisine des juridictions, il y a un léger mieux. Les populations, comme pour dire que contrairement à l'idée couramment répandue, on n'a pas confiance à la justice, curieusement, les saisines des juridictions se sont améliorées. Nonobstant cet acquis, les magistrats pensent que le pouvoir judiciaire, qui est l'un des 3 piliers d'un État démocratique moderne, devrait fonctionner indépendamment de celui du pouvoir exécutif et législatif. Il faudrait renforcer l'autonomie du Conseil supérieur de la magistrature en faisant une institution à part entière. Et dans ce sens, le président du Faso a pris des mesures pour le rendre effectif. Il a pris effectivement l'engagement de travailler à les lever. Et donc nous avons espoir et nous comptons beaucoup sur son accompagnement, lui qui est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pour les magistrats, leur indépendance est à la fois une requête, une quête et une conquête. C'est pourquoi il importe de la rechercher, la revendiquer, l'assumer et la défendre en tout temps et en tout lieu. En Côte d'Ivoire, l'impartialité de la commission électorale indépendante ne fait pas l'unanimité. Elle est soupçonnée d'être sous la coupe du président Alassane Ouattara. Les débats autour de cette question se cristallisent et depuis quelques jours, une partie de l'opposition réclame une transition politique. L'opposition insiste également sur la nécessité de respecter l'article 35 de la Constitution relatif à la clause limitative des mandats présidentiels. Au Niger, Hama Amadou est de retour. L'ancien président de l'Assemblée nationale qui s'était exilé en France avait été condamné pour trafic de bébés. Il a été accueilli hier à l'aéroport de Niamey par des centaines de partisans. Juste après son arrivée, Hama Amadou est allé s'incliner sur la tombe de sa mère décédée durant son absence. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina lance un projet au profit des médias. Ce projet s'appelle Ecomédia. La cérémonie de lancement s'est déroulée hier à Ouagadougou. L'objectif d'Ecomédia est la promotion des productions médiatiques. Alain Koulibaly et Bassirou Sawadougou. La presse burkinabé consacre peu de production à des sujets économiques et financiers. C'est le constat fait par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Et pour remédier à ce manque, elle lance ici Ecomédia, une initiative de soutien à la production de contenu médiatique dédiée à l'économie, aux finances et à la promotion du secteur privé. Les médias relaient beaucoup d'activités et il se passe beaucoup de choses dans notre pays, des activités politiques, des activités culturelles. Mais nous avons pensé que nous ne sommes pas, l'activité du secteur privé n'est pas suffisamment reliée. Et là, il faut sensibiliser, il faut amener nos amis et partenaires journalistes à penser à nous, au secteur privé. Et nous avons pensé à vous, et susciter un intérêt. Et c'est pour cela que ce projet Ecomédia a été créé. 52 millions de francs CFA repartis en 11 prix sont en jeu pour cette première édition, dans les catégories radio, télévision, presse écrite et presse en ligne. Une initiative saluée par le premier responsable de la communication. Je pense qu'il nous faut féliciter l'initiative de la Chambre de commerce. C'est des secteurs qui sont des filières importantes, c'est des personnalités qui sont des modèles de réussite, c'est des secteurs économiques qui ont besoin d'être mis en valeur. Et tous ces aspects-là, justement, à travers Ecomédia, vont à la fois donner une visibilité plus grande à notre pays. Et ça, c'est un élément important pour moi, parce que je pense dans le contexte actuel, montrer que nous sommes capables de faire autre chose dans notre pays est important, mais également donner à nos médias un contenu à même d'enrichir l'offre télévisuelle, l'offre radiophonique, l'offre de la presse en ligne, l'offre de la presse écrite, à travers donc des articles, des papiers, des documents, des émissions riches et diversifiées. Médias publics et privés sont concernés par cet appel à projet. Ils ont jusqu'au 16 décembre pour déposer leur candidature au sein des locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ou dans les délégations consulaires régionales. La question du foncier fait toujours des vagues à Gargan. Les résidents de cette zone non lotie de Ouagadougou sont sommés de déguerpir au profit d'une société immobilière. Mais la plupart d'entre eux posent le problème de timing. Ahmed Nanema nous en dit plus. Le ministère a donné une liste pour 1000 parcelles
aux gens de Garguin et ça est devant notre niveau. Et c'est aux gens de la population de Garguin de faire un recensement, nous envoyer les CNIB pour les attributions. Donc nous les attendons. C'est les résidents qu'on a recensés. Et avant, le ministre avait donné 500 parcelles et on voyait que ça ne va pas suffire. On était obligé de réduire la superficie pour avoir 1000 parcelles. Donc avec les 1000 parcelles-là, bon, quand même si on fait un recensement normal, normalement ça doit pouvoir aller. Si les habitants de la zone non lotie de Garguin apprécient d'une part l'action des autorités burkinabées pour leur projet d'attribution de 1000 parcelles dans la commune de Komsilga, ils expriment d'autre part leurs inquiétudes. Leurs préoccupations sont relatives au nombre de portions de terre mises à leur disposition, qui pour eux est insuffisant, mais aussi au besoin de demeurer sur le site jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, afin que cela n'ait pas un impact négatif sur les études de leurs enfants. Oui, ils sont venus nous recenser, disant qu'ils vont nous attribuer des parcelles et nous sommes d'accord pour cela. Car ce que nous recherchons, c'est un endroit où nous pouvons dormir. Si nous chassent d'ici, sans nous offrir un abri, où dormirons-nous? Nous avons décidé, avec leur proposition, qu'on essaie de réduire la superficie des parcelles pour que, au moins, le plus grand nombre de personnes résidentes soient attributaires. C'est ce qui a été fait, à 1000. Mais ça ne suffit pas. Le déguerpissement va causer quand même un dérangement, une psychologie sur les enfants. Ça, c'est un. Et deux, ils seront loin de leurs écoles. On se demande si beaucoup d'élèves vont pouvoir continuer dans leur école dans lesquelles ils se sont inscrits. Selon Joachim Yerbanga, la liste du recensement des résidents de la zone non lotie de Garguin a été remise à l'arrondissement numéro 12 qui doit la soumettre à la commune de Komsilga pour l'octroi effectif des parcelles. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, restez en compagnie des programmes de LCA, la chaîne africaine de télévision.